Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à nos invités, bienvenue à notre partenaire l'ADN, bienvenue à tous les participants dans la salle. C'est une première. Open 3 est un cycle de conférences qui débute ce soir avec une première conférence autour de Web 3 et nous sommes tous ravis de vous recevoir. Je me présente, je m'appelle Lydia Nikolic, je suis la directrice de l'IM Digital School, l'école du digital du pôle Léonard de Vinci. Donc l'école du pôle de Léonard de Vinci, qui est composée de 3 autres établissements de l'enseignement supérieur, tous concernés par des disciplines complémentaires, notamment dans le secteur du numérique. EMLV, l'école du management, ELSIV, l'école d'ingénieurs, et ILV, l'Executive Education. Alors l'IM Digital School, et surtout tout notre groupe, est né en 1995 avec le web grand public, avec le web 1. Et nous avons donc pour l'objectif de former des talents du digital. L'ambition de former des talents de digital qui vont travailler avec le digital, qui vont travailler dans le digital, et surtout des talents que vous allez vous-même recruter dans vos entreprises dans les prochaines années, ou que vous avez déjà dans vos entreprises, peut-être auprès de vous, en tant que stagiaire ou alternant. Et en tant que professionnel de l'enseignement supérieur, et surtout du digital, nous nous interrogeons constamment sur les évolutions technologiques, sur les innovations technologiques, sur les questions économiques, sociétales, écologiques, sur le monde d'après. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte que le pôle Léonard de Vinci vient de publier le premier livre blanc Tech, Le monde d'après, un défi pour l'enseignement supérieur. Ce livre blanc permet de mieux comprendre les enjeux qui nous attendent, d'analyser les défis dans l'enseignement supérieur face aux mutations sociétales et technologiques et de mieux les appréhender. Mais avant de découvrir ce monde d'après, je vous propose de découvrir ce qui va se passer avec ce web d'après, le web 3. L'expression qui agite autant la sphère tech que les communicants, qui nous est présentée comme la nouvelle version de l'Internet et qui, en théorie, ne devrait plus avoir grand-chose avec ce que nous connaissons actuellement. Et avec ce Web 3 vient aussi une vague de promesses, des promesses d'ailleurs que nous avons déjà entendues avec le Web 2. Et c'est pour ça que l'IM Digital School et l'ADN ont envie de poser ce débat ce soir. On fait-on trop avec le Web 3 ? Pour cela, je laisse la parole à nos invités. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Alors moi, j'aime bien rester debout, mais on m'a dit qu'il fallait que je m'assoie. Donc je suis absolument confus. Et en plus, je suis doublement confus parce que nous sommes très en retard et je tiens d'ores et déjà à m'en excuser. Je m'en réexcuserai tout au long de la soirée. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue encore une fois pour cet échange que nous avons donc, comme le disait Madame la Directrice, décidé d'intituler de façon légèrement provocatrice « En fait-on trop avec le Web 3 ?» On a hésité à rajouter « déjà », en fait-on déjà trop avec le Web 3. Nous, c'est comme Madame le disait, l'ADN, le média qui repère et déchiffre les tendances. Et donc, l'IIM, Grande École du Numérique, qui nous accueille aujourd'hui. Merci d'ailleurs de votre accueil à toutes et tous et de vous être déplacés en ce premier jour de l'été. Je suis donc Guillaume Ledy, directeur éditorial du studio de l'ADN, et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cet échange en compagnie d'intervenants de qualité que je vous présenterai dans quelques minutes. Ça s'appelle l'art du teasing. Avant de plonger effectivement dans le dur et dans la question qui nous anime aujourd'hui, il nous est apparu nécessaire de passer par une toute petite, une micro-histoire du réseau sur lequel beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, moi inclus, passons beaucoup trop de temps et qui s'appelle, attention slide, Internet. Internet, c'est le réseau des réseaux qui permet aux humains d'échanger de l'information à travers le monde grâce à un certain nombre de protocoles informatiques. Je ne vais pas vous faire la fiche Wikipédia, ça vous le savez très bien. Les bases sont maîtrisées, mais il s'agit de préciser que comme toute création humaine, Internet a son histoire, son idéologie, donc ses idéologues,
ses zones d'ombre, ses évolutions et ses impacts également politiques et sociétaux. Le réseau évolue également constamment et pas toujours dans le bon sens. Et s'il a été créé avec le soutien de l'armée américaine, ce sur quoi je veux insister ce soir, c'est que ce réseau des réseaux s'est développé sur une vision utopiste, portée d'abord par des scientifiques, puis ensuite par des individus marqués par la contre-culture californienne, parmi eux un certain Stewart Brand, qui se qualifie lui-même de hippie technophile itinérant. En 85, avant même l'invention du World Wide Web, Stewart Brand, il a créé ce qu'il a baptisé The Well, un système de téléconférence fondé sur un ordinateur central à partir duquel on peut communiquer en temps réel. C'était déjà pas mal pour l'époque. Tout petit nombre d'utilisateurs, mais des utilisateurs portés par l'idéologie hippie. Expérimentation, connexion de l'ensemble de l'humanité, ouverture, échange non marchand et surtout autogouvernance loin des États et de l'entreprise. Donc depuis les scientifiques des débuts jusqu'aux activistes, le web a été, et Internet a été vraiment porté par cette idéologie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a assisté dans les années suivantes, comme l'écrit si bien Félix Tréguer, qui est sociologue, dans un livre que je vous conseille, dont je vous conseille la lecture. C'est un peu dense, peut-être pas sur la plage, mais ça peut être intéressant à feuilleter à d'autres moments. L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, lui parle de reféodalisation d'Internet. C'est-à-dire que ce qu'on a baptisé effectivement le Web 1 puis le Web 2, au moment du Web 2, on assiste à une reféodalisation, donc à un certain nombre de seigneurs qui arrivent sur ces terres et qui se les arrogent et qui décident si vous avez le droit d'y entrer ou pas. Donc cette évolution du Web 2 se fait avec une reprise en main du réseau par les États et par un certain nombre d'entreprises, alors que pourtant, dans les usages, on assiste à l'explosion du Web 2, un web participatif, simple, interactif. On est vraiment dans une phase de démocratisation de la technologie en parallèle. Tout le monde peut créer son blog, tout le monde peut s'exprimer sur une messagerie en ligne et accéder à toute l'information qu'il souhaite. Alors je vois quelques visages un peu jeunes dans l'assistance. Je peux vous dire que c'était une véritable révolution. Moi, je fais partie de la génération qui est née avant Internet et avant cette démocratisation. Et ça a été vraiment une véritable révolution à l'époque. Les années 2000 donc ont marqué un retour aux sources à cette utopie, et ça a culminé avec l'analyse qui a été faite des printemps arabes, selon lesquels effectivement, pour un certain nombre d'observateurs encore une fois, Internet a été le moteur. Alors on a vu le résultat des printemps arabes qui n'était pas forcément extrêmement positif, ce qui fait dire à Tréguer et à d'autres que Internet est une utopie déchue. D'autres exemples viennent appuyer cette analyse, évidemment, la façon dont un certain nombre d'activistes et de lanceurs d'alerte ont été traités. J'ai mis les plus connus d'entre eux, mais il y en a un certain nombre d'autres. Alors, est-ce qu'au moins, il reste un peu de l'utopie des débuts qui visait, notamment, comme je vous l'ai dit, à abattre les frontières entre les hommes? J'ai envie d'être optimiste aujourd'hui, encore une fois, en ce premier jour de l'été. Soyons optimistes, voyons le verre à moitié plein. Internet permet plus que jamais à des communautés de se retrouver, de s'organiser, à des conversations d'avoir lieu, à tout un chacun d'accéder à un certain nombre d'infos dans le monde entier, même si là encore, bon, c'est un petit peu compliqué puisque un certain nombre de journalistes et d'analystes prévoient en tout cas la fin d'Internet, de l'Internet mondial tel qu'on le connaît, avec une forme de balkanisation ou de splinterisation, qui veut dire l'éclatement en anglais, du web tel qu'on le connaît, puisque comme vous le savez, la Chine n'a pas hésité à ériger ce qu'on appelle le Great Firewall of China. Les Chinois, à l'heure actuelle, ne naviguent pas dans les mêmes zones numériques que nous, en tout cas. Donc on a un internet libertarien et on a également un certain nombre de pays qui tentent de créer leur propre web. Alors vous me direz, il est bien gentil avec sa petite histoire, mais le Web 3 dans tout ça, si tant est qu'il existe, et on y reviendra, il est fondé sur un certain nombre de technologies qui nous promettent à nouveau la décentralisation, l'ouverture, le partage, la redistribution équitable de la valeur. Donc c'est une sorte de nouveau retour aux sources d'Internet qui permettrait à des communautés, encore une fois, de mieux s'organiser en ligne,
aux crypto-enthousiastes de révolutionner les secteurs bancaires et financiers, à tout un chacun de créer, d'être libre d'incarner qui il veut ou qui elle veut dans le métavers. Ce que je voulais juste souligner, c'est qu'effectivement, on est dans une sorte de retour permanent à cette utopie initiale. Et je m'interroge avec vous et avec mes intervenants s'il s'agit de promesses uniquement marketing ou enfin de l'actualisation de cette utopie. Est-ce que le Web3 est un simple terme marketing? Est-ce que c'est une véritable révolution? C'est là-dessus que j'ai envie d'interroger nos intervenants ce soir. De quoi s'agit-il exactement d'ailleurs quand on parle de Web3? Et est-ce qu'enfin, on en fait déjà trop avec? Ces questions passionnantes, on va les aborder ce soir avec Fanny Parise, qui est anthropologue, et Frédéric Cavazza. Ils se sont prêtés au jeu, d'ailleurs, et je les en remercie, ils sont là en face de moi, je les regarde. Ils se sont prêtés au jeu de la petite présentation, qui sera sans doute plus intéressante que ce que je viens de faire moi. En tout cas, je vais laisser la parole à Frédéric Cavazza, qui est donc consultant, il se présentera lui-même mieux que moi, mais qui est consultant en transformation digitale et qui observe les évolutions du monde numérique depuis près de 25 ans. C'est une référence. Bonsoir Frédéric, je vous laisse la place. Et vous pouvez l'applaudir. Eh bien, merci pour cette présentation et cette introduction. On m'a donc confié la lourde tâche d'essayer de planter le décor et de définir, redéfinir, simplifier ce que peut être le Web3. Je peux passer ça? C'est vrai, je peux? D'accord. La façon dont je le présente, moi, donc comme ça a été dit, le Web3, est-ce que c'est un terme marketing? Je préfère parler d'appellation commerciale. Vous êtes très certainement plus à l'aise avec, par exemple, la 5G. La 5G n'est pas une technologie, n'est pas une norme. En fait, ça décrit simplement une évolution majeure dans les technologies de communication. D'accord ? Dans la téléphonie mobile, vous ne le savez probablement pas, mais tous les ans ou tous les 2 ans, ils renouvellent le matériel et ils changent de norme. Donc c'est une évolution permanente. Simplement, d'un point de vue commercial, à la fois ceux qui fabriquent les infrastructures et nos chers amis, voilà, les opérateurs téléphoniques, ils ont besoin de relancer l'intérêt et ils ont besoin surtout de renflouer leur caisse. Donc voilà pourquoi tous les 10 ans, ils nous prophétisent la révolution. Donc on a connu la 3G, on a connu la 4G, on a connu la 5G, voilà. Maintenant on est en pleine 5G. On nous promet monts et merveilles. Encore une fois, la 5G, c'est pas une technologie, c'est une appellation commerciale pour relancer l'intérêt. Avec le Web3, on est grosso modo sur le même principe. D'accord ? On a des technologies, des usages, des pratiques qui évoluent tous les ans. Simplement, tous les 10 ans, on a besoin de marquer le coup et on a besoin d'incarner, de personnifier un gros changement et de relancer l'intérêt. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le Web3. On a bien évidemment tout ce discours autour de « Ah, mais le premier Internet, il était statique, le second était dynamique, avec le Web3, tout va changer, et ainsi de suite ». Je ne m'inscrirai pas dans cette promesse-là, sachant que ça fait quand même 10 ans que ça existe, la blockchain, donc on n'est pas nécessairement, si vous voulez, sur une évolution subite et complète. C'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, au même titre que la 5G. Et je ne suis pas en train de vous dire que ceux qui payent leur forfait 5G aujourd'hui sont floués, simplement, les vrais bénéfices ne viendront que dans plusieurs années. Avec le Web3, c'est la même chose. Les vrais bénéfices, ils viendront dans plusieurs années. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on a un fondement de discours autour de la refondation du web et autour de comment est-ce qu'on peut faire pour redresser la barre. Je ne pense ne rien vous apprendre en vous expliquant qu'aujourd'hui, ce qu'on peut trouver en ligne, c'est pas très joli, d'accord, notamment sur les médias sociaux, on a beaucoup de contenu haineux, on a beaucoup de harcèlement. On a des plateformes numériques qui sont surpuissantes et qui imposent leurs conditions à des prestataires, des sous-traitants qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter ça, hein, par exemple les livreurs-chauffeurs. On a également des problématiques d'addiction parce qu'on a des mécaniques, on va dire, de captation et de rétention de l'attention qui sont extrêmement puissantes, qui font que les enfants comme les adultes sont omnibulés devant leur smartphone. On a également des problèmes de confidentialité qui sont liés à une surexploitation des données personnelles à des fins publicitaires. Bref,
Quand on fait la somme de tout ça, ça fait un ensemble qui n'est pas très joli. Donc, ça motive un certain nombre d'entrepreneurs, un certain nombre de visionnaires à dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire table rase pour essayer de repartir sur des nouvelles bases, sans plateforme numérique, sans discours haineux, sans publicité? Donc, c'est extrêmement utopiste, en tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire. On a des grands promoteurs aujourd'hui, notamment le fondateur du réseau Ethereum, notamment cette personne-là, David Shaw, c'est l'inventeur du e-cash, qui est la première monnaie numérique. Voilà. Lui dit, le Web3, c'est l'informatique avec une conscience. Donc là, on a quelque chose d'intéressant, la volonté de dire, et si on pouvait opérer un pas de côté numérique pour essayer de remédier en fait à tous les problèmes que l'on connaît et qui sont ici. Donc, quelque part, c'est ça le fondement du Web3. Sinon, au niveau des utilisateurs, on a également une volonté de mieux. Ça fait 30 ans qu'Internet existe, puisqu'on a fêté les 30 ans l'an dernier ou il y a 2 ans, je crois. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des internautes qui ont parfaitement appréhendé le web, tout ce que cela pouvait offrir, et qui ont évolué dans leurs usages. Donc, autant, au départ, le web, ça servait à combler des besoins très basiques, comme par exemple apporter de l'information, donc la recherche d'informations, compléter des formalités administratives, comme par exemple payer ses impôts, faire des déclarations et ainsi de suite. Tout ça, ça a été rendu possible grâce à la première génération de sites web, que ça soit les moteurs de recherche ou l'administration en ligne. On a également eu la possibilité de faire un petit peu plus, d'acheter en ligne, de communiquer en ligne, de travailler en ligne. Ça, c'est ce qui a été apporté par des Amazon, Microsoft et ainsi de suite. Donc, tout ce bouquet de services correspond à des besoins primaires qui aujourd'hui sont comblés. Ce qu'ont cherché à faire les internautes ensuite, c'est d'aller chercher un petit peu de confort. D'accord? Donc, ils ont voulu notamment combler des nouveaux moyens dans d'autres contextes, notamment pouvoir se déplacer plus facilement avec des applications comme Uber, payer plus facilement avec des applis comme Paylib, revendre leurs biens avec des plateformes comme Le Bon Coin. Donc là, ils sont allés chercher plus de fonctionnalités, plus de confort. Ils ont également voulu s'exprimer, donc partager leur point de vue sur les médias sociaux, partager également leur style de vie sur Instagram et autres. Donc là, on est vraiment sur une émancipation et sur la recherche rechercher à combler des besoins physiologiques, psychologiques. Nous sommes aujourd'hui en 2022, ça fait quand même 10 ans, plus de 10 ans qu'on a Facebook, 20 ans qu'on a Google, Amazon et ainsi de suite. Donc on a des utilisateurs qui aujourd'hui sont en soif de nouveautés et qui veulent encore plus. D'accord ? Notamment, ils veulent appartenir à une élite. C'est à ça que servent aujourd'hui les crypto-monnaies ou les NFT. Ça sert à dire « moi j'en suis, moi j'ai compris, lui n'a pas compris, moi oui ». Donc on a ce besoin d'appartenance qui est là, qui est bien réel. On a également un besoin d'implication qu'ils vont aller chercher dans les DAO. Vous savez, ce sont les organisations décentralisées et autonomes. Donc l'idée de dire, on va se rassembler autour d'une vision, d'un projet, on va mettre en commun de l'argent et on va essayer d'exécuter cette vision pour pouvoir arriver à nos fins. Donc là, on n'est pas sur du besoin primaire, on n'est pas sur du besoin psychologique ou de confort, on est vraiment sur un besoin d'épanouissement. C'est ça que vont chercher aujourd'hui les internautes, à la fois appartenir à une élite, chercher à redorer leur statut social. Avant, on exposait une Rolex, aujourd'hui, on expose un NFT. Et c'est également se révéler à travers des projets qui vont être portés sur des applications en ligne, les fameuses DAO, donc les organisations décentralisées. On est également sur, aujourd'hui, avec le Web3, un certain nombre de promesses qui ne sont pas forcément réalistes. J'imagine que vous avez dû voir cette analogie qui disait que le Web 1, c'était le web en mode lecture. Le Web 2, c'est le web en mode lecture et écriture. Le Web 3, c'est le web en mode lecture, écriture, possession. C'est faux. D'accord ? Quand vous achetez une crypto-monnaie ou quand vous achetez un jeton numérique, un token, vous ne possédez rien. Donc d'un point de vue juridique, ça n'existe pas.
vous payez pour inscrire votre adresse de portefeuille numérique dans un registre distribué. Ni plus ni moins. En tout cas, ça, c'est important de le préciser, qu'aujourd'hui, le Web3 repose sur une idéologie et une promesse qui est fausse. D'accord? On ne possède pas le Web3, ce n'est pas vrai. En revanche, on peut tout à fait posséder le Web 2 ou le Web 1 parce que Facebook, Google, Amazon sont des sociétés qui sont cotées. Vous pouvez acheter les actions. Vous êtes littéralement le propriétaire d'une partie du capital et ça, c'est juridiquement opposable. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que le Web 3 est une connerie? Est-ce que ça n'existe pas? Pas tout à fait. Non, il y a une vraie dynamique derrière le Web 3 et c'est ça qui est intéressant. C'est que contrairement à la frugalité, par exemple, du Web 2, vous le voyez, voilà, j'expose mon lifestyle dans Instagram, je raconte ma vie sur Twitter ou sur Facebook. Avec le Web 3, on est vraiment dans une dynamique d'implication où je vais adhérer à une vision, je vais rejoindre un projet. C'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on voit ici, le fait que le Web 3, c'est read, write et join. Donc vraiment, essayer de, encore une fois, m'associer à un mouvement, rejoindre une communauté. Et ça, c'est vraiment important. Quand vous avez compris ça, vous avez compris en fait le Web 3. L'idée que, contrairement au Web 2, avec les médias sociaux où on essayait de s'exprimer, on va dire, auprès de la terre entière à travers les médias sociaux, avec le Web 3, on est sur des communautés beaucoup plus restreintes qui sont fédérées autour de projets. Donc, on a des communautés financières avec les cryptos, on a des communautés artistiques avec les NFT, on a des communautés de réalisation ou d'implication avec les DAO, donc les organisations décentralisées. On a des communautés récréatives avec le métavers et ces différents environnements virtuels dans lesquels on va se retrouver pour jouer et ainsi de suite. On a des communautés d'intérêt avec des micro-médias auto-publiés. Donc, on a aujourd'hui des plateformes de blog ou de newsletter avec un principe de monétisation et d'abonnement. Donc, on est vraiment sur de l'auto-publication. Bref, tout ça pour dire que le plus petit dénominateur commun dans le Web 3, on a un dénominateur commun technologique qui est la blockchain, mais on a aussi un dénominateur commun qui est fonctionnel, qui est cette notion de communauté. Et ça, encore une fois, ça tranche par rapport au Web 2.0, où là, l'idée, c'était de dire, avec ma plateforme sociale ou avec mon appli mobile, je vais m'adresser à la terre entière. Là, c'est vraiment, on est sur des communautés beaucoup plus restreintes, avec une vision, un projet ou un idéal qui sert à fédérer, en fait, les bonnes intentions. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que le Web 3, ça reste quelque chose de nébuleux qui part dans tous les sens? Alors, il y a beaucoup de notions à assimiler, on est d'accord. Par contre, on peut tout à fait cartographier ce qu'est le Web 3 et ce qu'on fait avec. On a par exemple 3 piliers qui sont en gros les notions qui permettent de, on va dire, mettre en mouvement les différents projets. C'est la décentralisation, la déplatformisation et les expériences immersives. Décentralisation par opposition aux bases de données centrales ou aux opérateurs centraux. Déplatformisation par opposition aux plateformes numériques, les Uber et ainsi de suite. Et expérience immersive par rapport aux expériences médiatiques traditionnelles, donc l'article ou la photo ou la vidéo. Donc à partir de là, on a un certain nombre de principes et un certain nombre de pratiques ou d'usages qui existent et que l'on peut cartographier. Donc oui, c'est tout à fait possible d'essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ce gros bazar apparent et de comprendre ce qu'il y a derrière et d'en définir les contours. C'est quelque chose qui existe et que l'on peut dompter quelque part. Ce qui est certain, c'est que on est vraiment sur quelque chose aujourd'hui et je terminerai là-dessus, de sous-jacent qui a un potentiel bien supérieur à on va déstabiliser le monde de la banque avec nos cryptos, et ça va bien au-delà. Moi, je pense que l'on est vraiment en face d'une vraie rupture générationnelle, culturelle, sociétale, parce qu'on a cette génération Z qui aujourd'hui est en rupture avec les générations Y ou X avant eux, que ça soit dans leur code vestimentaire, leur musique ou dans leurs aspirations. Donc, eux ont un réel besoin et une réelle envie de se différencier des générations précédentes. Ils ont envie de faire différemment.
ils ont envie également de se réaliser à travers des projets parce qu'ils ont conscience des limites de notre société. Comme on l'a vu aujourd'hui, on a des crises sociales, crises économiques, crises climatiques, crises, on va dire, sanitaires. Voilà, ils ont envie de se réaliser et peut-être que le Web3 va les aider à faire ça, notamment à travers, encore une fois, les DAO, ces fameuses organisations décentralisées qui permettent de fédérer des bonnes énergies autour d'un projet, qui permettent de collecter des fonds, qui permettent de s'organiser et d'exécuter la mission de l'organisation à travers les DApps, donc les applications décentralisées. Tout ça peut vous paraître un petit peu vaporeux, il n'empêche que moi je pense que c'est un véhicule tout à fait intéressant pour pouvoir mettre en mouvement des projets, pour pouvoir faire bouger les lignes, non pas au niveau planétaire mais à un niveau local. Donc de façon locale, on peut tout à fait arriver à monter des projets, collecter des fonds et mettre en mouvement des choses pour pouvoir se réaliser. Et quelque part, c'est ça le fondement du Web3. C'est essayer de faire bouger les lignes, essayer de fédérer les bonnes énergies et de réaliser des choses et pas forcément aller chercher des clics sur des photos sur Instagram. Donc voilà, moi, ce à quoi je crois et ce que je pense qui va se réaliser. Est-ce que ça va se réaliser à grande échelle? Est-ce que c'est pour tout le monde? Très clairement, non. Non, pas du tout. Quand on regarde aujourd'hui les communautés crypto, les communautés NFT ou blockchain, ça correspond à une toute petite partie de la population. C'est pas grave. Au début du Web 2, c'est la même chose. On était sur des toutes petites populations de passionnés, des populations informatiques parce qu'il fallait assimiler des nouvelles technologies, des populations fonctionnelles parce qu'il fallait comprendre des nouveaux modèles fonctionnels, des nouveaux modèles économiques. Petit à petit, tout ceci a gagné en ampleur. Aujourd'hui, on voit où ça en est. Moi, je vous donne rendez-vous dans 10 ou 15 ans pour voir où on en est avec ce fameux Web3 et toutes ces micro-communautés qui sont offertes à nous. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Frédéric. Tu peux effectivement donner le micro à Fanny. Fanny Paris, qui donc est anthropologue, Frédéric concluait par les usages, par la pratique. C'est bien parce que parfois on emploie le terme de révolution anthropologique à mauvais escient. Du coup, on a décidé de convier une anthropologue pour nous présenter sa vision à elle du Web3. Fanny Paris est anthropologue, mais également autrice. Je vous conseillerais en fin de conf, parce qu'on a déjà pris du retard, un certain nombre de ses ouvrages. Je vous laisse l'estrade. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous. Donc, après les deux interventions de mes camarades, on change un peu de décor. On s'intéresse à l'anthropologie, qui est l'étude de l'homme et des sociétés. Et moi, en tant qu'anthropologue, je travaille sur les imaginaires et sur les mots que met une société pour décrire le réel. Et ce qui est relativement intéressant lorsqu'on s'intéresse aux promesses ou aux récits collectifs qui sont véhiculés par un groupe social ou par un moment de société, c'est qu'on peut avoir un angle de décryptage un petit peu différent par rapport à ce qui est en train de se jouer et ce que l'on est tous en train de construire collectivement, la plupart du temps sans s'en rendre compte. Donc avec l'anthropologie, je ne vais pas vous dire si le Web3 en fait trop ou pas assez. Mais par contre, je vais vous donner des pistes de réflexion, des pistes à penser qui sont autant de grilles de lecture complémentaires à vos grilles que vous avez déjà et qui permettent d'expliquer pourquoi on a un engouement qui est tel pour le Web3. Pourquoi maintenant, dans certains milieux sociaux, on s'interroge sur est-ce que les NFT sont de l'art ou non, qu'on nous demande si on a investi dans les bitcoins et comment, qui sont autant de nouvelles bonnes manières, de nouveaux sujets de société. Plus spécifiquement, par rapport au Web3 et à l'incidence de la technologie et des mondes virtuels dans nos vies, je me suis intéressée à l'impact d'une élite médiatico-créative qui s'adapte à l'ère du temps et qui va mobiliser de nouveaux outils, de nouvelles techniques et un nouvel art oratoire pour pouvoir à la fois conserver sa position dans le corps social et imposer une nouvelle culture légitime, une culture où la promesse du Web3 amènerait à une révolution. Donc pour commencer, ce qui est relativement intéressant avec le Web3, c'est que depuis le début, en fait, on est sur un socle idéologique qui est relativement contradictoire. Comme Guillaume l'a présenté précédemment, c'est un mouvement qui a démarré avec les hippies de Californie et qui, dès le début, était en prise de plein de contradictions.
Donc d'un côté, on prenait l'amour libre, la non-violence et la remise en question des valeurs matérialistes. Mais d'un autre côté, on faisait par la même occasion la promotion de la culture matérielle et de toute la jouissance de nos sociétés modernes. Et comme les premiers hominidés ont quitté l'Afrique, les hippies se sont décomposés en un certain nombre de sous-cultures, dont une culture de technophiles et de passionnés qui nous ont amenés jusqu'au Web 1, puis au Web 2, puis au Web 3. Ce qui est intéressant avec ces pionniers d'Internet, c'est qu'au départ, Internet était présenté comme une seconde chance pour créer des communautés face à l'échec, des communautés dans la vraie vie, notamment qui avaient eu lieu aux États-Unis. Et du coup, on a Fred Turner, qui est un chercheur américain qui parle d'une transhumance vers le monde numérique en se disant que toutes les valeurs de la contre-culture du siècle dernier allaient pouvoir être réalité dans ces espaces numériques. Force est de constater, avec un peu plusieurs décennies de recul, qu'au final, loin d'avoir créé une nouvelle société, au final, on a recréé, on a déplacé notre société et que rien n'était vraiment différent. Avec le Web 3, on pourrait parler d'une nouvelle transhumance, une transhumance cette fois-ci virtuelle, qui au final porte les mêmes promesses et s'intègre encore mieux dans la vie des individus. Parce que avec le Web 3, on est sur un moment de société qui est très différent. On est dans une société où on a de plus en plus d'individus qui maîtrisent les usages du digital et qui sont déjà dans ce que j'appelle une digitalisation de nos modes de vie, c'est-à-dire une hybridation entre différents niveaux de réalité, entre ce que l'on peut faire dans la vie physique, entre ce que l'on peut faire dans la vie digitale, et maintenant ce que l'on pourra ou ce que l'on peut déjà faire dans ces mondes virtuels. Donc on est sur une promesse supérieure qui s'inscrit aussi face à un essoufflement et à un ancrage relativement, on va dire, efficace des réseaux sociaux, du e-commerce et des devices numériques de manière plus générale dans nos modes de vie. Donc comment on peut aller un petit peu plus loin? Ce qui est intéressant avec le Web 3, c'est que, comme ça a été dit précédemment, ça porte des promesses. Et ces promesses, en fait, elles proposent des visions qui donnent un cap à suivre à la population et aux différentes communautés dans un moment de société qui n'est pas forcément très évident, qui est perçu comme très anxiogène avec un futur qui est incertain. Et face aux limites de la planète, face à tout ce qui permet de douter dans la société et aussi face au fait qu'une partie de plus en plus importante de la population met en doute le mythe du progrès et la société de croissance, dans un moment où on parle d'urgence socio-éco-environnementale, et bien justement, ces espaces arrivent comme une vision presque prophétique qui permet d'apporter de l'espoir. On peut parler du Web 3, mais on peut parler également de la conquête spatiale ou même de la pensée magique de l'énergie, où au final, on arrivera à découpler croissance économique et destruction de la planète parce qu'on va mettre au point, on va trouver une nouvelle forme d'énergie ou un nouvel espace, cette fois-ci virtuel, qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin et de déplacer en quelque sorte tous les problèmes que l'on peut avoir dans la vie physique et dans la vie digitale. Et ce qui est relativement intéressant, c'est que ces activités visionnaires, elles participent à hybrider à la fois les univers de la science-fiction qui sont de plus en plus présents dans notre quotidien, notamment avec la démocratisation des plateformes culturelles numériques de type Netflix, avec des enjeux très financiers et très stratégiques qui vont être portés notamment par des grands acteurs comme les GAFAM. Donc je rejoins les théories de mon collègue sociologue sur l'utopie déchue d'Internet, où on s'inscrit dans une logique de techno-féodalisme qui, au final, n'amène pas forcément une révolution culturelle ou technologique, mais une potentielle involution culturelle et peut-être même nous amènerait, sans que l'on s'en rende compte, vers un nouvel obscurantiste. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse aux imaginaires et à la différence entre les évolutions technologiques et la promesse qui va être portée à l'échelle individuelle, c'est qu'au final, tout semble un petit peu possible et peu importe que ce soit vrai ou pas pour le moment. Si on s'intéresse notamment aux métaverses qui ont mis sur le devant de la scène ces questions des univers virtuels, on se rend compte que c'est pas forcément gagné d'avance,
Premièrement, on a une pollution numérique invisible qui va être importante, à la fois par rapport aux serveurs, mais également par rapport aux outils techniques qui nous permettent de nous immerger dans ces univers-là. Et puis, ça amène un certain nombre de nouveaux freins d'accès à ces univers-là. Il faut avoir des équipements qui vont coûter cher pour le moment. Il faut également avoir une technique suffisante pour pouvoir réussir à naviguer dans ces univers. Quand on voit l'importance de la fracture numérique, on peut se dire que ça n'apporte pas que des solutions, mais que ça questionne à la fois d'un point de vue éthique, mais également d'un point de vue sociologique, les implications possibles à moyen ou à long terme. Si on continue un petit peu dans cette réflexion, on peut se dire que si on en parle autant aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé un petit peu à un moment de bascule. D'un point de vue anthropologique, quand on s'intéresse à l'innovation et au processus de diffusion d'une innovation, on part du principe que c'est un processus non linéaire qui va suivre 3 étapes. On a la première qui est celle de l'invention, qu'elle soit technologique, de procédés, sociétale, marketing, etc. On a une seconde phase qu'on appelle celle de la diffusion, où cette invention va essayer de trouver un petit peu sa place dans la société, va être ou non réappropriée par des communautés, qu'elles soient minoritaires ou qu'elles soient plus globales. Et si elle trouve sa place dans la société, c'est la phase de réception, où là, on va être en proie à une démocratisation et on va avoir une réelle appropriation par la population. Le Web 3, du moins dans l'imaginaire des individus, on est à sa phase de réception. Parce que si notamment on parle des métaverses, ce n'est pas nouveau, on a eu des communautés en ligne, des univers virtuels qui existent depuis plusieurs années, mais qui étaient cantonnés à certaines communautés par centre d'intérêt ou par style de vie. Avec le premier confinement, donc dans une période très anxiogène où l'espace se rétrécit et le temps se dilate, il a fallu trouver des solutions et faire appel à de nouveaux outils pour pouvoir assurer la continuité de sa vie sociale. Et là, les métavers sont arrivés comme une solution, comme une opportunité pour pouvoir limiter les injonctions contradictoires de nos sociétés. On avait par exemple l'OMS qui conseillait de se connecter chaque jour à Animal Crossing, donc un métaverse avec des animaux anthropomorphes pour pouvoir s'échapper de la réalité du quotidien du confinement. On a eu des concerts comme Fortnite, des défilés de mode qui ont permis de montrer à plein de personnes que ça pouvait avoir une utilité et que c'était accessible. Donc là, on est vraiment sur cette phase de démocratisation où chaque individu se dit qu'effectivement, ces métavers sont une solution possible en fonction des bénéfices qui vont être recherchés par chaque personne, ou du moins que ce n'est plus une problématique ou un sujet qui est réservé seulement aux initiés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle énormément du monde d'après avec le Web 3. Moi, j'ai tendance à dire que le monde d'après n'existe pas et qu'on est simplement dans une culture qui est dynamique, qui va évoluer au fil du temps, au fil du moment de société, mais également des évolutions technologiques. D'après moi, on est davantage sur une modernisation de l'expérience qui a été la nôtre actuellement avec le Web 2. Si je prends un exemple, celui des emails, ça a été une révolution qui nous a permis, certes, de communiquer plus rapidement, d'avoir des frontières qui se réduisent, de s'inscrire dans le village global, mais si on regarde vraiment, les emails ne sont que la modernisation de la gestion du courrier que l'on pouvait avoir. Avec le Web 3 et notamment avec les métaverses, parce que c'est la question sur laquelle j'ai le plus travaillé. Pour le moment, on nous propose pas forcément une révolution anthropologique, mais une étape supérieure dans la digitalisation de nos modes de vie, presque une duplicité de nos mondes réels qui nous permet d'avoir un choix des possibles qui va être augmenté en fonction de l'action que l'on va avoir à mener. On pourra peut-être bientôt choisir entre ce que l'on fait dans la vie physique, ce que l'on fait sur les réseaux sociaux ou ce que l'on va faire dans les métaverses, mais si on prend un petit peu de recul par rapport à ça, on n'est pas forcément sur une révolution en tant que telle. Pareil, si on se positionne via les communautés financières et les cryptos, c'est comment on arrive à continuer à être désirable, à s'adapter aux évolutions de la société, pouvoir être plus pertinent et du coup continuer à être désirable. Et c'est un petit peu le même principe, notamment avec l'effet d'annonce de Zuckerberg l'été dernier, c'est de se dire, face à un réseau social qui est peut-être un petit peu vieillissant, qui est celui de Facebook, comment on propose une étape supérieure, une expérience encore plus
sans couture qui nous offre un univers immersif et totalisant pour l'ensemble de nos interactions. Pour terminer, j'aimerais prendre un petit peu de recul avec vous et d'essayer de vous proposer une photographie de la réalité pour mieux comprendre en fait quels sont les enjeux anthropologiques entre la réalité des pratiques et les représentations dans lequel chaque individu se situe du moment où on va se poser des questions, notamment sur le Web 3. Si on a une photographie de ce moment de société, il faut imaginer notre réalité comme un lieu hétérotopique, c'est-à-dire un lieu réel qui héberge l'imaginaire. Et chaque individu serait un petit peu coincé dans les couloirs du temps face à une promesse qui est celle du capitalisme responsable et qui doit faire rimer profitabilité économique et permanence de nos institutions. L'individu va être coincé entre le fait qu'on nous dit que nos modes de vie ne sont plus soutenables, mais que par contre, la décroissance est perçue comme une régression culturelle. Donc la seule voie possible serait celle de la croissance, mais d'une croissance qui serait beaucoup plus responsable. Ensuite, les individus perdent pied avec la réalité parce qu'on a ce qu'on appelle en anthropologie une crise des imaginaires, c'est-à-dire un brouillage des frontières entre les différents niveaux de réalité qui sont le rêve, le réel et la fiction. On va par exemple avoir des œuvres fictionnelles qui s'emparent des luttes d'un moment de société et qui vont en faire des campagnes politiques et au final vont participer à encapsuler les individus dans ces fameuses actions visionnaires où on ne sait plus vraiment ce qui est de l'investissement, des actions commerciales ou simplement de l'imaginaire qui va être porté par la science-fiction. On va être également un petit peu coincé dans une temporalité où on positionne chaque individu comme un micro-spéculateur de son quotidien en nous expliquant que soit avec le Web 3, soit avec une nouvelle énergie qui va venir ou avec la consommation éco-responsable, eh ben on va pouvoir faire mieux et avoir une transition au prix du moindre effort et surtout par et pour la consommation. Ce qui fait qu'au final, chaque personne est potentiellement un petit peu engluée dans un quotidien où la digitalisation de son mode de vie n'en est que plus importante et qui va maintenir un statu quo. Un statu quo qui va être très confortable pour le moment parce que les promesses portées, notamment par le Web 3, donnent, comme je vous le disais précédemment, un cap à suivre et vont permettre d'organiser le réel. Donc pour terminer sur mon intervention, on n'en fait pas trop avec le Web 3 parce que du moment où c'est un sujet qui intéresse la population, c'est que ça a du sens. Par contre, d'un point de vue anthropologique, ce qui est pertinent, c'est d'essayer de déconstruire pourquoi ça intéresse autant les individus, quels sont les enjeux sous-jacents. Et j'ai tendance à dire que le futur, qu'il soit du Web 3 ou le futur tout court, peut être cool, mais encore, il faut qu'on veuille, parce qu'en fait, ce futur se construit dès à présent, il est entre nos mains, et je vous invite, à chaque fois que vous êtes amusé, énervé ou émerveillé par une nouvelle tendance liée au Web 3, à s'interroger et à se poser la question, est-ce que c'est une avancée sociale à court terme peut-être, mais est-ce qu'à moyen ou long terme, est-ce que c'est vraiment positif à la fois pour moi et pour le collectif? Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Fanny, merci d'avoir pris le temps et fait le déplacement. Je vais donc vous libérer car vous aviez une obligation ce soir qui vous oblige à partir à 20h pile. Je vous informe dans la salle qu'il est 20h pile et que nous avons pris un petit peu de retard. Donc nous avions effectivement programmé un temps d'échange à 3. Ce temps d'échange, si Frédéric veut bien me rejoindre. Merci Frédéric, va se faire à 2 autour de tout ce qu'on a évoqué tous les 3 d'ailleurs, mais principalement ce que vous avez évoqué tous les 2. Je vais peut-être me mettre en face de vous, comme ça ce sera. On laisse un vide entre nous, c'est toujours mieux. On est encore en temps de pandémie, donc il faut quand même le dire. Un vide sanitaire. On laisse un vide sanitaire. Du coup, on va passer à cette conversation. Déjà, je remarque que quand on confronte des gens qui étudient les technologies comme vous, Frédéric, avec l'œil rivé dessus depuis 25 ans, et des gens qui apportent tous les apports justement des sciences sociales, on arrive à quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est ce qu'on essaye de faire à l'ADN au quotidien. Ça, c'est dit. J'avais juste, avant de vous poser la première question, promis à Fanny d'évoquer également
ces ouvrages qui sont vraiment extrêmement intéressants. Petit ouvrage autour de l'humain augmenté, où elle n'est pas la seule à signer, mais qui est très intéressant pour l'avoir lu. Celui-ci, c'est le dernier ouvrage de Fanny Paris qui s'appelle Les enfants gâtés, anthropologie du mythe du capitalisme responsable. C'est ce qu'elle évoquait à l'instant. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini pour l'instant. C'est extrêmement intéressant. J'ai hâte de reprendre le RER pour pouvoir continuer ma lecture. Et ils sont en vente juste derrière, si jamais, au cas où. Voilà, c'est chose faite. Frédéric, j'aimerais revenir avec vous sur notamment les DAO, parce que dans votre présentation, il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors, je ne vais pas dire que je suis pas déjà tombé sur ce terme, sinon je ferais mal mon travail, mais c'est quelque chose qui passe un peu sous les radars. Hein. Ces organisations autonomes et décentralisées. Quand on dit organisation autonome et décentralisée, on pense à une ZAD. Je pense pas que les DAO ce soit exactement ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pourquoi ça passe sous les radars? De quoi il s'agit? Je pense que c'est un élément du Web3 qu'on n'a pas trop identifié pour l'instant. Alors, ça passe sous les radars parce que c'est quand même beaucoup moins sexy qu'une crypto-monnaie ou un NFT qui se vend des millions de dollars ou qui se chiffre à des trilliards de dollars, hein, puisque le Bitcoin, c'est quasiment ça. Aujourd'hui, on a une couverture médiatique du Web3 qui est essentiellement sensationnaliste. Donc voilà, ça fait voilà, on nous parle du métavers, on voit des gens avec des casques de réalité virtuelle, on nous parle des crypto-monnaies, donc un jour ça monte, un jour ça descend. On nous parle des NFT, regardez, les abrutis, ils ont acheté des JPEG pour des millions de dollars. Voilà. Ça, les grands médias, ils aiment bien se moquer, ils aiment bien vulgariser. C'est vraiment extrêmement mal fait. Les petits aussi. Ouais, ou les petits. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne parle pas des bons côtés du Web3, notamment de ces fameuses DAO. Donc, dans les faits, une DAO, c'est quoi? C'est un logiciel en ligne qui sert à s'organiser. On parlait tout à l'heure de capitalisme responsable. Donc, on a un véhicule de capitalisme aujourd'hui qui sont les entreprises. Donc, des entreprises dont le but est de dégager des bénéfices. Sinon, on a les associations à but non lucratif. Problème, association de loi 1901, je vous mets au défi de savoir à quand ça remonte, ça. Loi 1901, je crois que la question est dans la réponse, et inversement. Bon, effectivement, donc ce sont des institutions qui ont plus d'un siècle. Peut-être qu'on peut faire un petit peu mieux, qu'on peut faire un petit peu moins lourd d'un point de vue administratif, qu'on peut aller au-delà des frontières de je me déplace à la mairie pour déposer les statuts de mon assos et il faut qu'on ait un bureau qui ait un ancrage géographique avec un trésorier, un président, une assemblée générale. Voilà, tout ça est un petit peu étriqué. Voilà, donc les DAO, c'est la même chose. On a une vision, on a un objectif, on a un but. Simplement, on va mettre de côté l'aspect administratif, on va mettre de côté l'ancrage local et on va se servir du cloud et on va se servir de la blockchain pour pouvoir orchestrer tout ça. Pour faire une DAO, il faut une vision. On va prendre l'exemple d'une DAO que j'aime bien, qui est la Coffee DAO. La vision, c'est moi je suis fan du café et je veux un café responsable. Pour ça, on va organiser un commerce de café autour de vrais fans qui sont prêts à payer plus cher pour avoir du café de qualité et du café équitable. Ok, très bien. Si je me contente de faire ça dans un quartier de Brooklyn, je vais toucher 10 campins, un peu plus. Par contre, si je fais ça à l'échelle de l'Amérique du Nord, là, je peux toucher plus de monde. Ouais. Donc, effectivement, on expose cette DAO sur un site web, on va l'expliquer. Qui ça intéresse? Moi. Ok, d'accord. Définition les règles du jeu. Ça, c'est ce qui est fait dans le light paper. C'est j'essaye de décrire ce à quoi je sers. Là, le but, ça va être d'aider des producteurs de café indépendants à vivre de ce qu'ils font, à leur donner les moyens de bien faire leur travail et accessoirement de pouvoir, en bout de chaîne, récupérer ces grains de café et les distribuer à ceux qui sont partie prenante dans le projet. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Donc, ils ont mis de l'argent en commun en disant, voilà, faut acheter les jetons qui sont, je crois, des coffee token ou un truc comme ça. En fonction du nombre de jetons que vous achetez, vous recevez plus ou moins de paquets de café tous les mois et vous avez plus ou moins de droits de vote pour essayer de dire, tiens, on va aider tel producteur au Nicaragua, au Brésil, en Afrique. Non, moi, j'aime pas telle saveur, moi, je veux telle saveur, et ainsi de suite. Et peut-être qu'on peut ouvrir un point de vente, et ainsi de suite. Donc, là, on a quand même une histoire qui est intéressante. Des fans de café
qui veulent consommer de façon plus équitable, qui sont des vrais connaisseurs, donc qui sont également regardants sur d'où vient le café, comment est-ce qu'il est produit, dans quelles conditions l'exploitant va travailler dans son exploitation de café. Et il faut être donc fan de café, mais aussi fan de technologie pour avoir l'idée et peut-être investir dans cette DAO. Ou est-ce que la mécanique est simple? Parce que ce qui fait souvent un peu peur avec le Web3, c'est ce côté un peu technique qui parfois rebute un certain nombre de gens. Il y a toujours un porteur de projet et une équipe technique derrière. Donc après, si vous êtes encore une fois amateur de café, si vous voulez consommer différemment, vous dégainez votre carte bancaire ou alors vous avez déjà un portefeuille numérique, vous achetez des tokens, donc les jetons numériques de cette Coffee DAO et c'est parti. Donc on est effectivement un peu loin d'une ZAD, puisqu'il y a une dimension quand même financière et d'organisation technologique derrière, mais il y a le point commun, pour filer une analogie une comparaison qui ne fonctionne pas très bien, mais c'est cette dimension communautaire. Vraiment, on se réunit autour d'un projet et on essaie de construire quelque chose. On essaie de se trouver un point commun et on essaye surtout de mieux travailler la répartition des richesses et l'exploitation des ressources naturelles. Donc pour moi, cet exemple, il est tout à fait parlant et si on veut avoir une bonne opinion du Web3, c'est ça qu'il faut regarder, pas le Bitcoin. On en a trop parlé, il faut arrêter avec le Bitcoin. De toute façon, ça vient, il s'arrête, il va remonter, c'est pas la ouais. question, il va remonter. Et à nouveau, on va dire, mais c'est évident, bien sûr, voilà. Il y a 6 mois, les gars disaient, mais c'est parce que t'as pas compris. Aujourd'hui, ils disent, oui, mais non, mais c'est parce que t'as pas compris. Et dans 6 mois, ils diront, mais c'est parce que t'as pas compris, mais voilà. C'est exactement la même chose avec les fluctuations boursières quand on s'y intéresse, finalement. C'est quelque chose d'assez classique dans les marchés financiers. Et ça répond à des modèles très différents. Autant on peut modéliser l'évolution du cours d'une société, parce qu'on sait anticiper son chiffre d'affaires et ainsi de suite, le marché sur lequel il est, autant les cryptos... Non, mais je parlais de cette focalisation notamment médiatique sur les baisses et les hausses qui sont effectivement que vous releviez. On en a trop parlé. Franchement, on en a trop parlé. N'en parlons plus. Parlons du café, parlons de ce genre de choses. C'est quand même beaucoup plus intéressant. On a des DAO de fans de golf qui veulent reprendre un terrain de golf. On a des DAO dans l'art qui veulent financer les jeunes créateurs. On a des DAO dans tous les domaines. Voilà, ça c'est important, ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment un sujet sur lequel effectivement il faut se pencher, il faut s'intéresser et qui nous sort un peu de cette question de tiens on en fait trop avec le Web3 et le Web3 est uniquement un terme marketing. Quand je vous ai posé la question en préparant, vous m'avez dit non, c'est pas uniquement un terme marketing. Enfin, tout dépend comment on le prend. Alors, c'est une appellation commerciale qui est bien pratique parce qu'à un moment donné, si on veut faire parler de soi, si on veut intéresser plus de monde, ça sert. Sinon, ça correspond quand même à des usages qui sont bien réels et ça, on les a pas inventés quand même. Le métavers, il n'a pas été créé l'an dernier. Ça fait des décennies qu'on a les univers virtuels. On a les jeux vidéo qui est un pan de l'économie qui est gigantesque. On a la blockchain qui existe depuis 10 ans. Enfin, on a quand même des choses, des usages. C'est pas rien. Et ces usages-là, est-ce que, ils sont quand même un petit peu repackagés pour faire le lien avec ce que j'évoquais en introduction. Est-ce que tant dans les usages que dans la façon dont on les vend, est-ce qu'il y a quand même cette promesse qui n'est pas que marketing de revenir à des valeurs de décentralisation, à notamment, je crois savoir que l'open source est quand même extrêmement utilisé en termes techniques dans tout ce qui touche au Web3, à part peut-être un certain nombre de métavers, mais c'est une autre question. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même ces discours autour, et Fanny le mentionnait aussi, de valeurs qu'on partage et qu'on a envie de mettre en avant. Est-ce que les deux peuvent fonctionner ensemble, l'aspect très marketing et commercial et l'aspect valeur, usage, on y va? Alors, la promesse, elle est omniprésente. Je vous mets au défi de trouver un seul projet Web3 qui ne promette pas la décentralisation, l'ouverture, l'inclusivité, le partage des richesses et ainsi de suite. Donc là-dessus, on l'étale dans tous les sens. Par contre, dans les faits, c'est pas si simple. Parce qu'on se rend compte que rien que d'un point de vue technique, c'est tout à fait centralisé puisqu'il faut bien faire tourner ça sur des machines. Donc on nous dit ça repose sur la blockchain. Non, les jetons reposent sur la blockchain. Par contre, tout le reste, voilà, le code source et ainsi de suite, tout ça, ça repose c'est hébergé chez Amazon ou Microsoft, donc on ne peut plus centraliser. On nous dit c'est open source. Oui, effectivement. Par contre, il y a une équipe de développeurs avec un chef de projet et c'est lui qui décide. Donc là-dessus, c'est centralisé. On nous explique aussi que mais pour les utilisateurs, ils peuvent, c'est entièrement décentralisé, ils ont la main sur leur portefeuille numérique.
c'est compliqué d'opérer soi-même son portefeuille numérique. Donc, on passe par des plateformes comme Binance, comme Coinhouse, Coinbase et ainsi de suite, où c'est des serveurs centralisés, on se connecte avec un login, un mot de passe. Enfin, je veux dire, d'un point de vue pratique, la promesse, elle n'est pas du tout transformée. Donc on atteint aussi des limites en termes de, j'allais dire, de technophilie de la population générale. On va pas pouvoir tous rentrer effectivement au cœur technique d'une blockchain, par exemple. Il y a un côté pratique tout simple, c'est que c'est plus simple quand c'est hébergé sur un serveur et qu'on peut gérer le code informatique. Il y a un côté confort aussi, voilà. Donc tous les propriétaires aujourd'hui de crypto-monnaies, tous ceux qui ont un portefeuille numérique, c'est confié à une plateforme pour le gérer, parce que sinon c'est trop complexe d'avoir chez soi un ordinateur qui tourne, qu'il faut mettre à jour, paramétrer. Voilà, par la force des choses, si la promesse était belle au départ, on n'y est pas du tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est avec Frédéric, comme souvent dans vos interventions, c'est qu'on arrive à toucher un peu concrètement à ce que c'est que le Web3, puisque comme vous le disiez, on le lit partout, on n'arrive pas trop à savoir exactement ce qui se passe avec ça. Et encore une fois, quand on a échangé pour préparer, je vous ai demandé de présenter quand même un usage du Web3 qui pour vous est extrêmement intéressant en dehors des DAO. Et vous avez mentionné Mirror. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que Mirror et en quoi c'est du Web3 d'ailleurs? Mirror, c'est une plateforme de publication, d'accord? Donc ça sert à publier des choses, un peu comme WordPress peut le faire. Là, ce qui est intéressant, c'est que la fonctionnalité de base, c'est la publication d'articles. Donc vous allez sur le site mirror.xyz et vous pouvez publier des articles. Par contre, ils ont un principe de plugin où vous pouvez greffer des fonctionnalités. Donc, par exemple, pour le principe d'abonnement, donc pour trouver des abonnés et collecter de l'argent pour ces abonnés avec des crypto-monnaies. Par exemple, pour créer des collections de NFT que l'on va commercialiser. Par exemple, pour se constituer un pool, une communauté, donc pour transformer par exemple un blog en une DAO. Voilà, petit à petit, ça c'est possible. C'est extrêmement intéressant. Et c'est après facile d'utilisation. J'allais dire presque aussi facile que le Web 2. Donc, tout comme on avait WordPress il y a 15 ans qui permettait de créer son blog et après de le faire évoluer avec des plugins, soit en une newsletter, un podcast, une boutique en ligne, tout ce que vous voulez. Là, on a ce site Mirror qui permet donc d'exprimer ses idées, d'exposer sa vision et par un principe de plugin, de faire évoluer un blog en pourquoi pas un projet avec des jetons numériques, avec une crypto-monnaie, avec des NFT, avec tout ce que vous voulez derrière. C'est encore une fois oui, passionnant. Moi, personnellement, je pourrais écouter Frédéric Cavazza des heures, mais on n'a pas d'heure derrière celle-ci, malheureusement. Je termine juste avec cette dernière question, Frédéric. Elle est derrière vous. Parce que vous y avez un peu répondu, mais j'aimerais bien avoir votre mot définitif sur est-ce qu'on en fait trop avec le Web3 ou, si je vous ai bien compris, est-ce qu'on le fait finalement mal ou pas assez bien? C'est plutôt ça? On en fait carrément de trop. On en fait de trop. Oui, okay. C'est une évidence parce qu'on l'étale, on nous présente ça comme la révolution. C'est mal expliqué, c'est mal vulgarisé. Il y a des raccourcis terrifiants qui sont pris. On nous exhibe la crypto-monnaie. Donc, quand ça monte, c'est formidable. Quand ça descend, c'est la catastrophe. Vraiment, c'est mal fait. Peut-être qu'on devrait se calmer avec tout ça. Laisser faire les spécialistes qui vont monter leurs projets, qui vont créer leur communauté, qui vont développer les usages. S'intéresser petit à petit au sujet au fil des années. Voilà, on se revoit dans 5 ans, on se revoit dans 10 ans, et voyons où on en est. Ça, c'est peut-être aussi l'expérience qui parle. Hein. Oui, parce qu'on est passé par là. Je vous rappelle que le Web 2, à une époque, c'était, oh là là, on avait les blogs, on avait les wikis, c'était la folie. Et même le Web 1, voilà, on avait les sites web, les boutiques en ligne, et ainsi de suite. C'était la révolution. À vouloir aller trop vite, on a fait la bulle Internet qui a explosé au début des années 2000. Après, on a, la bulle des applis mobiles aussi qui s'est effondrée parce qu'on pensait qu'on pouvait tout monétiser. Voilà, on est monté jusqu'à 2 millions d'applications sur les App Store. On en utilise 10, pas plus. Donc voilà. Maximum. On va essayer d'éviter de saturer le marché et d'aborder ça de façon un petit peu plus sereine et surtout d'aller au-delà des crypto-monnaies et de voir les choses qui sont vraiment utiles et qui fonctionnent.
Ça me paraît être une bonne conclusion. En plus, vous en avez donné quelques exemples tout à l'heure et à l'instant. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris le temps. Merci à vous également d'être venus jusqu'ici pour ceux qui n'étaient pas encore dans le bâtiment. Nous écouter Frédéric et écouter Fanny. Je vous remercie Frédéric, encore une fois. Je remercie également l'IEM de son accueil et les équipes techniques de l'ADN qui sont partout dans la salle, je les vois telles qu'elles sont. Moi, je vous donne rendez-vous sur l'ADN quand vous voulez. Et puis là, on va peut-être un petit peu échanger de manière un petit peu moins formelle avec pas de micro devant moi. En tout cas, merci encore à toutes et à tous. Très très bonne soirée. Bon premier jour de l'été. J'arrête pas de dire ça parce que je vois le soleil derrière vous. Et je vous dis à bientôt, j'espère, ici. Ça pourrait être une bonne idée.